essayé à l'époque, donc le président Chirac, de lancer une opération en RDC pour défendre les populations civiles. Finalement, dites-vous, Chirac s'est incliné malgré l'amitié qu'il avait pour Mobutu. C'était quoi les pressions qui ont été exercées sur Jacques Chirac alors? Alors, d'après ce que m'a dit le ministre Charles Millon, c'est que il avait perçu très clairement que si Paul Kagame prenait le pouvoir au Congo, avec Laurent Désiré Kabila, Laurent Désiré Kabila était en quelque sorte leur marionnette, en fait, ils allaient déstabiliser toute la région. Et c'est pour cette raison que cette opération avait été préparée, mais il semblerait que les services de renseignement américains, notamment la CIA, ont été informés de cela, et c'est le président Bill Clinton lui-même qui aurait téléphoné à Jacques Chirac pour lui dire d'arrêter cette opération. Et donc, malheureusement, le président Chirac n'a pas fait ce qu'il avait fait à l'ONU contre l'Irak, de dire il est hors de question que ça se passe comme ça, nous voulons la paix, nous défendons la paix. Eh bien, il s'est incliné devant cette décision et cette pression de Washington. Clinton avait des intérêts personnels et économiques dans cette région des Grands Lacs. C'était quoi ces intérêts? Écoutez, j'ai eu beaucoup de confidences de plusieurs personnalités américaines qui nous ont fait comprendre que l'objectif du président Clinton n'était pas simplement politique. Et d'ailleurs, lorsque les membres du Congrès américain lui ont posé à de nombreuses questions la question de savoir pourquoi est-ce que les militaires américains étaient impliqués dans la déstabilisation du Congo, eh bien, il n'a jamais répondu. Et j'ai constaté tout simplement que la société, il y a une des sociétés américaines qui était basée dans le Kansas, dont fief de Bill Clinton, était la société, on l'appelait AMFI. Donc cette société qui venait pour l'exploitation du coltan et d'autres ressources minières au Congo, est la société qui a accompagné la rébellion de Paul Kagame pour renverser le maréchal Mobutu. Donc il est évident qu'on est dans une affaire d'imbroglio politico-financier et que personne n'a envie qu'on soulève un peu pour voir ce qui se passe en dessous. Derrière cette transition énergétique que l'on nous vend partout de l'Union européenne jusqu'à l'Élysée, il y a évidemment ces ressources minières importantes. En RDC, c'est le cobalt et le coltan. Alors le cobalt, il est utilisé pour fabriquer des batteries pour les voitures électriques et le coltan, c'est pour les ordinateurs et les téléphones portables. Tout à fait. Le Congo à lui seul produit 70% du cobalt. C'est, selon les experts, depuis 2011, la demande de production de cobalt a triplé. Et cela va aller jusqu'en 2030. Donc, l'invasion du Congo je dirais, se fait sous la supervision de tous ceux qui ont envie de s'emparer du cobalt. Donc, le Rwanda de Paul Kagame est devenu une des plaques tournantes. Et c'est eux qui... D'ailleurs, pour ceux qui relèvent du coltan, c'est encore la même chose. Parce qu'il faut se souvenir que le coltan est depuis 1942 considéré par le département de la défense des États-Unis comme un produit stratégique de sécurité et de défense nationale. Donc, ce qui veut dire que pour les Américains, depuis la Seconde Guerre mondiale, cette matière qu'est le coltan c'est quelque chose de très important pour leur système de défense. Donc, le Rwanda est devenu aujourd'hui exportateur de coltan, alors qu'il n'y a pas un gramme de coltan au Rwanda. Et les rapports des Nations Unies qui datent de 2001, c'est-à-dire il y a 22 ans, montraient effectivement que le Rwanda venait au Congo pour piller les richesses et aller les revendre en quelque sorte sur le territoire rwandais. Donc, tous les trafiquants du monde entier, tous les hommes d'affaires qui veulent s'emparer du coltan moins cher, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? C'est à Kigali qu'ils vont essayer de le récupérer. C'est pour cette raison qu'on vit dans tout ce que vit la population du Congo à l'Est, dans un système d'omerta. J'ai qualifié ça d'omerta parce que c'est le genre de silence qui ne règne que là où il y a effectivement des pratiques mafieuses. Donc derrière cette neutralité énergétique que nous sommes d'atteindre pour 2050, derrière cela, il y a le massacre de ces civils du RDC.
non seulement le massacre de ces civils de RDC, mais il y a des enfants de 4, 5, 6 à 7 à 8 ans qui travaillent nuit et jour dans les mines de coltan et de cobalt en République démocratique du Congo en aspirant pour certains des produits extrêmement toxiques, et toutes les organisations, je dirais, de défense des droits de l'homme, y compris les organisations qui s'occupent de la transition énergétique, qui parlent d'énergie propre ou tout simplement de défense des enfants, on ne voit personne aller se mobiliser pour défendre ou chercher à imposer des sanctions à ceux qui infligent, n'est-ce pas, cette terreur aux enfants de 4 à 5 ans qui ont vocation à aller à l'école et pas à se retrouver dans les mines de coltan et de cobalt. On comprend mieux pourquoi les présidents Sarkozy et Macron font des courbettes sur le perron de l'Élysée en recevant M. Kagame. Mais écoutez, moi j'ai été surpris de constater que non seulement le président Sarkozy était allé passer ses 66 ans à Kigali, bon, on peut faire fêter ses anniversaires en Afrique parce qu'il fait beau, parce qu'il y a du soleil, mais dans un pays qui est réputé, enfin on a connu le Rwanda pour ses atrocités en 1994 et on connaît encore le Rwanda aujourd'hui pour ses atrocités à l'intérieur et à l'extérieur de son territoire. Comment pouvez-vous avoir la passion? Il a même dit dans un article, dans un grand hebdomadaire français, que le Rwanda était devenu le partenaire stratégique de la France. Donc, quand vous avez un pays qui est considéré en Afrique comme un pays minoritaire sur le plan de la francophonie, si on reste simplement sur le plan de la coopération politique, comment pouvez-vous aller construire votre centre de gravité au Rwanda et en laissant tous les autres pays francophones qui sont importants, y compris parce que le Rwanda, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas de ressources minières ni économiques. Et quand on va construire son centre de gravité, quand on est français au Rwanda, eh bien, ça laisse entrevoir tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qui ne relève pas de la défense des intérêts d'État, mais probablement des préoccupations purement d'ordre privé. Au-delà de ces ressources en RDC, de ce potentiel du sous-sol congolais, comment vous expliquez la violence du président Kagame, le président rwandais ? Écoutez, le président Kagame a été formé par la CIA et les éléments du Pentagone depuis plusieurs années. Vous savez, il a été à Fort Leavenworth, c'est un centre de formation militaire aux États-Unis. C'est à partir de ce centre de formation qu'il est venu prendre quasiment la tête de la rébellion en 1990 pour renverser le président rwandais. Donc, il a été formé à la lutte insurrectionnelle. C'est quelqu'un qui est... Enfin, on a l'habitude de dire maquisard, mais en France, quand on dit maquisard, ça peut connoter comme quelque chose de positif, mais en réalité, c'est quelqu'un qui a été formé à prendre le pouvoir par la violence, à être violent, et tout son parcours est parsemé de cadavres, et y compris sur la prise du pouvoir au Rwanda. On dit entre 800 000 et 1 million de morts, mais on n'a jamais interrogé le rôle qu'a joué M. Kagame dans ce tapis de cadavres. Et on regarde aujourd'hui ce qui se passe en RDC, quand vous voyez les images, les têtes coupées, les sexes amputés, ils ont amputé le sexe de l'ancien archevêque de Bukavu. Eh bien, le Vatican n'a rien dit. Et je suis surpris par le niveau d'assassinat des évêques et des prêtres au Rwanda et au Congo. Et on a l'impression que personne ne veut s'intéresser à cela. Et donc, quand vous interrogez sur cette violence-là, mais c'est quelqu'un qui a une culture de violence et une culture de la barbarie, et il ne sait faire...